qu'on célèbre le 60e anniversaire du traité de Rome, tout le monde s'accorde à dire que l'Union européenne va mal. Peut-elle se disloquer complètement? Oui, on est dans une situation extrêmement grave de ce point de vue. Alors bon, je sais pas, on a eu l'an dernier, en 2016, en juin 2016, il y a eu ce Brexit. Et donc depuis lors, ces forces centrifuges sont extrêmement à l'offensive en Europe, tous les partis nationalistes. On le voit en France aussi. Et il y a eu non seulement ce Brexit, mais il y a eu aussi l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Or, Donald Trump le dit ouvertement, il veut disloquer l'Union européenne parce qu'il préférerait négocier des accords bilatéraux, de libre-échange bilatéraux, mais d'État à État, ce qui permettrait évidemment, ce qui placerait les grands groupes américains dans une position de force bien plus importante. Donc il y a ces circonstances internationales qui sont très fortes. Mais le plus préoccupant, ce n'est pas cela, à mon avis. Le plus préoccupant, c'est que les principes même de l'Union, sur lesquels fonctionne l'Union européenne aujourd'hui, nourrissent cette montée des nationalismes. Alors je vous prends il y a 60 ans, quand l'Union européenne a été créée, le traité de Rome a été conclu, cette Union européenne fonctionnait on a décrété que cette Union européenne devait fonctionner avec un moteur avec deux cylindres. Un cylindre, moi j'appellerais compétitivité, qui est directement inspiré par le capitalisme occidental qui dominait la situation dans un contexte de guerre froide avec l'émergence d'un bloc socialiste. Donc premier cylindre, moteur, compétition. Deuxième cylindre du moteur, quand même, à cette époque, surtout après-guerre, avait émergé des besoins de coopération, donc deuxième moteur entre pays européens, et puis surtout de surmonter les conflits qui avaient caractérisé pendant le XXe siècle les rapports entre les puissances européennes. Donc, deuxième cylindre, solidarité. Premier cylindre, compétition. Deuxième cylindre, solidarité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On va refaire l'historique de l'Union européenne, mais où on en est arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est quasiment... Le moteur de l'Union européenne ne fonctionne quasiment plus que sur un cylindre. Le cylindre compétition. Le cylindre solidarité est évacué. Là je voudrais juste donner un exemple, celui de la politique agricole commune. La politique agricole commune faisait partie de ce cylindre coopération, solidarité instauré au départ. Eh bien cette coopération, cette politique agricole commune, elle est en voie de dislocation aujourd'hui. On fait de plus en plus, on renationalise de plus en plus la politique agricole au nom de la compétition, au nom de la compétitivité. C'est par exemple, on veut supprimer, on avait encore un exemple dans l'actualité, on veut supprimer les quotas laitiers. Or, ces quotas laitiers, vaille que vaille, permettaient d'équilibrer les choses et permettaient aux paysans d'avoir des ressources, des revenus dignes de ce nom. Bon, je ne développe pas, mais voilà. Et le budget européen, par exemple, aussi, le budget européen qui doit servir normalement, qui alimente ce qu'on appelle les fonds structurels, c'est-à-dire ces fonds européens permettent de construire des routes, on le voit quand on se balade un petit peu en Europe, des routes ou des infrastructures. Ce budget européen est réduit à peau de chagrin. Peau de chagrin. Il est de plus en plus petit. Il y a de plus en plus d'États européens, il y en a 28 aujourd'hui, et ce budget européen est de plus en plus petit. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on cède de plus en plus à ce principe de compétition. On le voit, comment ça se traduit? On le voit à travers les différents traités européens. D'abord le traité de Maastricht, après le traité de Lisbonne, et ensuite tous les accords, pacte de stabilité, etc., tous les accords qui ont été constitués comme des contraintes extrêmement fortes destinées à favoriser ce principe de compétition. C'est-à-dire, en gros, au niveau des marchés capitalistes, la loi du plus fort.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une hégémonie du capitalisme allemand sur l'Union européenne. La loi du plus fort impose les règles et c'est le capitalisme allemand qui impose ces règles. Voilà. Donc on en est arrivé. On en est arrivé à cette situation où ce principe de compétition. Alors, qui dit principe? Parce que pour bien faire comprendre, qui dit principe de compétition dit mise en concurrence exacerbée entre les travailleurs, entre les institutions, entre les régions, entre les États. À partir du moment où on met en concurrence de cette manière-là ces différentes entités, on crée des tensions entre ces entités. On crée par exemple, c'est pour cela que depuis quelques années maintenant, émergent des nationalismes régionaux, par exemple. On ne comprendrait pas pourquoi il y a des nationalistes, il y a les Catalans en Espagne qui ne veulent plus payer pour les Andalous, les Basques la même chose, les Italiens du Nord, ça c'est aussi un phénomène assez ancien, les Italiens du Nord ne veulent plus payer pour les Italiens du Sud, etc. Le principe de solidarité, il se réduit, et le principe de compétition, écoutez, voilà, si vous voulez avoir un vrai développement, il vous faut faire des réformes qui vous permettent et qui s'opposent à un assistanat, c'est caricaturé de cette manière-là, un assistanat aux régions les plus défavorisées. Et ça va dans le sens du national-libéralisme, c'est-à-dire que plus on s'efforce d'être compétitif, et plus on s'efforce d'être concurrentiel, plus on s'efforce de faire en sorte que les champions nationaux soient les meilleurs, et plus on va dans le sens du national-libéralisme. Peut-être pour résumer, c'est l'histoire du médecin qui tue le malade en lui ordonnant le malade européen en l'occurrence, en lui ordonnant des médicaments qui nourrissent la tumeur nationaliste qui est en train de le ronger. Exactement. Les nationalistes, les populistes, anti-Europe, anti-euro sont pourtant le plus souvent présentés comme les tenants d'une rupture avec le système, voire une alternative. Comment vous voyez ça? On comprend, à travers ce que je viens de dire, que cette posture c'est une imposture, quoi, parce que, en fait, ces nationalistes qui font passer pour anti-système, en fait, il n'y a pas plus intégré au système qu'eux. Alors moi, il n'y a pas plus intégré au système qu'eux. On peut donner des exemples? Voilà. Alors il y a des exemples très précis qui existent, qui fonctionnent déjà aujourd'hui très concrètement. Je pense à la Hongrie de Viktor Orban. La Hongrie de Viktor Orban, elle est à la fois dans les logiques de ce que j'appelle l'ordolibéralisme, c'est-à-dire elle est complètement intégrée à cet ensemble d'Europe orientale qui est très lié au système de production des grands groupes allemands. Il y a tout un tas. La Hongrie est devenue un pays de sous-traitance pour les grands groupes allemands. Voilà. Et donc, elle est parfaitement intégrée à ça, et Orban le gère. Il inaugure toutes les usines nouvelles qui se font avec les PDG des groupes des Audi ou Volkswagen ou autres. Je pense à Audi ou Volkswagen parce qu'il y a des inaugurations qui se sont faites dans ce sens assez récemment. Mais il y a ça d'un côté. Et de l'autre, Orban cultive le discours nationaliste que j'évoquais tout à l'heure, à savoir la préférence nationale, un mur pour empêcher les migrants d'entrer sur le territoire hongrois. Et cette préférence nationale, elle se traduit par quoi? Il y a beaucoup de Roms en Hongrie, elle se traduit par un système de travail obligatoire. C'est-à-dire quand vous êtes Rom en Hongrie, vous êtes obligé de fournir un travail moyennant une somme dérisoire, 200, 300 euros, dans la commune que vous devez à la commune sur laquelle vous vous trouvez. Voilà. Donc c'est une espèce de raquette sur les Roms. Voilà. Et c'est
c'est le fonctionnement de la préférence nationale avec tous les risques qu'elle comporte de délitement du vivre ensemble, du lien social, comme on peut le constater. En fait, la référence ultime des nationalistes, c'est l'écrasement définitif des principes de coopération et de solidarité que j'évoquais tout à l'heure, qui étaient présents dans le traité de Rome et donc qui sont de plus en plus rabougris aujourd'hui. C'est leur écrasement définitif pour ne plus avoir que ce principe de compétition, c'est-à-dire ces principes qui sont, je le redis, dans tous les dispositifs extrêmement contraignants qui ont été instaurés depuis Maastricht, etc. On est persuadé, quand on est nationaliste, qu'on soit hongrois, allemand ou français, on est persuadé que ces groupes, son capitalisme à soi est le meilleur et qu'il est bridé par la concurrence déloyale, par des règles qui ne sont pas à la hauteur, ou par des charges insupportables qui l'empêchent qui empêchent son essor. Voilà. On mesure mal, à ce moment du débat, dans la campagne électorale, mais le discours de Marine Le Pen est relativement banalisé, y compris par d'autres forces nationalistes, populistes, qui banalisent ce discours en lui donnant, en soulignant sans trop de réflexion que l'Union européenne était à bout de souffle et qu'il faudrait revenir aux États-nations et qu'un retour aux États-nations permettrait je ne sais quel rebond du pays. Voilà, et en tout cas, cette banalisation de Marine Le Pen, derrière cette banalisation, il y a ce discours, voilà, le discours terrible, les charges que supportent les entreprises françaises, qui les empêchent de rayonner dans le monde, ce sont des charges sociales, ce sont des charges, et surtout des charges qu'on va vouloir diminuer en réduisant les protections des migrants. Elle est obsédée par l'immigration. À chaque intervention, elle ne parle que de ça. L'immigration, c'est des charges insupportables pour l'État français et pour les grands groupes français. Donc, réduire ces charges-là. Mais imagine-t-on une société, on le voit déjà un peu à travers l'exemple de la Hongrie que j'évoquais tout à l'heure, c'est absolument invivable quand on a des citoyens de seconde zone qui sont obligés de travailler moyennant des sommes dérisoires et de l'autre des citoyens hongrois, etc. Là, on aurait la même chose avec la préférence nationale. En Grande-Bretagne, il était question qu'ils refusent, qu'ils mettent un indice sur les prestations d'allocation familiale en fonction de la valeur de la monnaie du pays d'origine. Enfin, on aurait un indice, par exemple, vous percevriez, même si vous vivez en Grande-Bretagne, vous percevriez beaucoup des allocations familiales au niveau hongrois ou roumain ou bulgare, alors que vous êtes en Grande-Bretagne, vous êtes confronté au niveau de vie de la Grande-Bretagne, etc., etc. Donc, imaginons un tel scénario, combien le lien social, les rapports entre les gens, déjà fortement érodés, déjà fortement mis à mal, combien ces rapports-là deviendraient difficiles, combien on créerait des tensions, des conflits, etc., au sein même de la société. Et ça, c'est l'aboutissement du principe de compétition qui a été porté par toutes ces contraintes européennes, ces traités européens, ces contraintes européennes que j'évoquais tout à l'heure. Alors quoi faire ? Là, ça, effectivement, c'est une bonne question, parce que si on laisse le train de l'Union européenne
embarqués dans cette direction, évidemment, on court les plus gros risques. On risque de se retrouver avec des États-nations, entre guillemets, qui très concurrents les uns contre les autres. Et on sait vers quel désastre ça a pu conduire au XXe siècle. Donc on n'aurait rien appris de cette histoire-là. Donc il y a besoin absolument de se battre contre le nationalisme et de se battre contre l'Europe austéritaire telle qu'elle se construit. Ces deux combats sont le même combat. À travers ce que je viens de dire, on peut le comprendre. L'Europe austéritaire nourrit le nationalisme, et le nationalisme est l'aboutissement de cette Europe austéritaire. Donc c'est un même combat. Et pour faire triompher ce même combat, il faut bien voir que dans cette situation d'aujourd'hui, on a besoin plus que jamais, compris avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, etc., on a besoin plus que jamais de coopération et de solidarité en Europe, y compris pour la paix. L'Europe a été faite au départ pour la paix. Mais on a besoin plus que jamais de ça. Des exemples très concrets, comment on pourrait faire. Moi, aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne dépense 80 milliards d'euros tous les mois, elle va le faire jusqu'en mois de septembre au moins, dépense cet argent à taux zéro, c'est-à-dire que c'est de l'argent gratuit, pour alimenter les marchés en espérant que cela va doper, stimuler l'activité. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour répondre à ces besoins de coopération et de solidarité d'utiliser cet argent, de mobiliser les Européens pour une autre utilisation de cet argent, pour qu'il serve à des investissements utiles, des investissements utiles, il y en a besoin, par exemple dans un pays comme la Grèce qui est aujourd'hui exsangue à cause de ces mesures européennes, il y a besoin davantage d'investissements dans un système de santé qui est moribond en Grèce. Il y a besoin d'investissements dans des infrastructures, dans une agriculture moderne, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Besoin de très gros investissements, mais qui échappent aux logiques de compétition, qui échappent aux logiques, ces logiques de compétition, on nourrit le nationalisme, donc qui échappent à ces logiques-là et correspondent aux besoins des populations. On en est là. Il faut absolument, je pense on parle d'une refondation de l'Europe, non pas d'une dislocation, évidemment. La dislocation n'est pas la solution. Là, c'est une refondation en partant de ces contradictions de la construction européenne, pour exiger autre chose, pour exiger réellement un mieux pour les Européens, un mieux pour les peuples grecs ou portugais qui ont commencé à montrer la voie d'une autre Europe. Merci beaucoup.